Bien, mes chers collègues, on reçoit M. Roland Lescure, ministre de l'Économie, des Finances et de la Souveraineté industrielle numérique, et M. David Amiel, ministre de l'Action et des Comptes publics, qui viennent présenter le projet de loi relatif aux résultats de la gestion et portant approbation des comptes de l'année 2025, qui a été présenté mercredi dernier, 22 avril, en Conseil des ministres. On n'a pas trouvé de date plus tôt, parce que chacun avait des agendas un peu compliqués, donc on s'est entendu de manière ensemble sur cette date aujourd'hui, ainsi que le rapport d'avancement annuel du plan budgétaire et structurel national à moyen terme qui doit être transmis aux institutions communautaires. Après cette audition, la séquence relative à l'évocation des orientations et de la programmation des finances publiques se poursuivra évidemment avec un débat en séance publique, comme le permet l'article 1er K de la LOLF, dès aujourd'hui à 16h. Mais il me semblait important de pouvoir évoquer ces sujets en commission des finances auparavant, en ayant ainsi le loisir de pouvoir interroger les ministres en amont de ce débat, peut-être sur des questions précises, parce que chacun pourra ensuite faire évidemment des discussions plus générales lors de la séance. Messieurs les ministres, c'est à vous. Merci, Monsieur le Président, et merci de vos flexibilités pour l'organisation de cette audition. Effectivement, j'avais moi-même quelques engagements la semaine dernière qui m'empêchaient d'être parmi vous à un moment où vous souhaitiez que nous le soyons. Donc, merci à vous de votre flexibilité et de votre présence aujourd'hui. Monsieur le ministre de l'Action et des Comptes publics, cher David Amiel, Monsieur le Président de la Commission des Finances, cher Éric Coquerel, Monsieur le rapporteur général, cher Philippe Juvin, Mesdames, Messieurs les députés, cette audition nous permet de vous présenter au nom du gouvernement, David Amiel et moi, le rapport d'avancement annuel 2026 qui constitue un point d'étape de la mise en œuvre de notre trajectoire pluriannuelle de finances publiques. Elle a été recommandée par le Conseil européen le 21 janvier 2025. Conformément aux règles, ce rapport sera transmis à la Commission européenne après les 15 jours d'examen par le Parlement. Ces 15 jours sont prévus par la loi organique. Conformément au nouveau cadre de gouvernance budgétaire européen, ce rapport est centré sur les progrès accomplis durant l'année écoulée en matière de réduction du déficit public, sur la mise à jour des prévisions macroéconomiques et de finances publiques du gouvernement pour l'année en cours, et sur la mise en œuvre de nos engagements vis-à-vis de la Commission européenne qui nous ont permis d'étendre de 4 à 7 ans la période d'ajustement budgétaire. La plupart des cibles et des jalons de ces engagements sont déjà atteints avant leur échéance, les autres sont en bonne voie. Je laisserai David Amiel vous présenter la partie finances publiques. Je vais pour ma part vous présenter un état des lieux de la situation macroéconomique, évidemment marquée par le déclenchement et la poursuite du conflit au Moyen-Orient, déclenché le 28 février 2026. Depuis, nous faisons face à un choc externe qui a des conséquences économiques mondiales. Comme vous le savez, la réduction de l'offre de pétrole, de gaz, provoque une hausse des prix sur les marchés mondiaux qui se répercute sur les prix des carburants en France. Nous sommes entrés dans cette crise avec une économie plutôt résiliente. En 2025, 0,9% de croissance du PIB au-delà des 0,7% attendus. Une inflation, et c'est important, inférieure à 1%, à 0,9%, et des signaux conjoncturels positifs au premier trimestre de 2026 qui nous auraient sans doute amené à revoir à la hausse notre prévision de croissance sur l'année si ce conflit n'avait pas été déclenché. Nous sommes par ailleurs mieux préparés, moins exposés que nos voisins grâce à un mix énergétique plus décarboné et plus souverain. Cette crise a déjà conduit à une dégradation de la situation économique au niveau mondial qui nous amène à revoir nos prévisions macroéconomiques par rapport au scénario de la loi de finances pour 2026. Notre prévision de croissance est ainsi révisée à plus 0,9% en 2026, soit 0,1 point de moins par rapport à la loi de finances que vous avez adoptée. Cela s'explique par l'affaiblissement de la demande intérieure privée, consommation des ménages et investissements, du fait de la hausse de l'inflation et du regain temporaire, nous l'espérons en tout cas, d'incertitude. Cette révision de croissance est minime par rapport à celle qui est attendue dans d'autres pays, dont la consommation énergétique dépend davantage que nous des importations du Moyen-Orient. À titre d'exemple, l'Allemagne a ainsi révisé sa prévision de croissance de moitié pour 2026, à 0,5% au lieu de 1%. L'Italie, là, quant à elle, réduit à 0,6%. 0,9% de croissance en 26 pour la France. C'est une prévision équivalente à celle de la Banque de France, du Fonds monétaire international et très largement en phase avec celle du consensus des économistes dits privés. Notre prévision d'inflation est elle aussi révisée, cette fois-ci à la hausse, à 1,9% en moyenne annuelle pour 2026, soit 0,6 points de plus par rapport à la loi de finances en raison de la hausse du prix des hydrocarbures. Là aussi, la prévision d'inflation en France, bien qu'en hausse, est bien meilleure que celle équivalente dans d'autres pays voisins, notamment de l'Union européenne, voire même ailleurs dans le monde.
Ces prévisions, c'est important, au vu des incertitudes auxquelles nous faisons face, sont fondées sur les anticipations de marché énergétique au 23 mars, avec un prix du baril qui se maintiendrait autour de $100 jusqu'à la fin du deuxième trimestre. Il était un peu en dessous la semaine dernière, il est un peu au-dessus cette semaine, mais ces prévisions sont implicitement en phase avec une détente progressive et une réouverture dans le courant du troisième trimestre, avec la réouverture du détroit d'Ormuz que nous espérons tous. Comme nous nous sommes engagés, nous avons saisi pour avis le Haut Conseil des finances publiques sur ces prévisions. Dans son avis publié le 22 avril 2026, le Haut Conseil a estimé que le scénario économique actualisé du gouvernement était cohérent. La situation est évidemment très incertaine et il convient de prendre ces prévisions plus que jamais avec précaution. Le cessez-le-feu qui dure depuis le 8 avril demeure fragile et n'a pour le moment pas véritablement conduit à une réouverture du détroit. Avec le président de la République et l'ensemble des membres du gouvernement, nous mobilisons pleinement la présidence française du G7 pour élaborer des réponses à ce conflit et réduire autant que possible ses conséquences économiques. Nous avons été moteurs pour coordonner la libération des stocks stratégiques. J'ai, en ce qui me concerne, réuni à Washington les ministres des Finances et les gouverneurs de banques centrales du G7, les échanges en format bilatéraux ou bilatéraux, ainsi qu'avec les représentants des institutions financières internationales, m'ont permis de rappeler la solidité relative de l'économie française face à la crise et les atouts du modèle énergétique français. J'ai également rappelé le caractère adéquat, on en débattra peut-être, des mesures adoptées en réponse à cette crise, sur laquelle je vais revenir très vite. 2 mots de la dette publique. Nous sommes entrés dans cette crise avec une amélioration notable, bien qu'insuffisante, de notre déficit public. Par une gestion rigoureuse de nos finances publiques, notre déficit public, vous le savez, a atteint, selon l'INSEE, 5,1% du PIB en 2025, après 5,8% en 2024. Le taux de croissance de la dette, le taux de croissance de la défense, je vais y arriver. Le taux de croissance de la dépense primaire nette, qui est l'indicateur de suivi européen, qui correspond aux dépenses publiques effectivement pilotées par l'État, hors intérêt de la date, dépenses conjoncturelles et exceptionnelles et mesures nouvelles en prélèvement obligatoire, était de 0,8% en 2025. Ce niveau est conforme à la recommandation du Conseil européen. Mesdames, Messieurs les députés, ces résultats sont encourageants, mais ne doivent pas nous conduire à ralentir nos efforts. Notre déficit est trop élevé, notre déficit reste trop élevé. Pendant près d'une décennie, la baisse des taux d'intérêt nous a permis de financer l'augmentation de notre stock de dette à bas coût. Depuis 2021, la normalisation des conditions de financement a mis fin à cette ère exceptionnelle. Ce nouveau contexte change radicalement la donne pour notre trajectoire budgétaire. La charge de la dette est devenue un poste de dépense important. Nous le révisons dans ce document à 64 milliards d'euros en 2026 pour l'État, soit l'équivalent de 2 fois le budget du ministère de l'Intérieur et plus que le budget de l'Éducation nationale. Elle augmente d'environ 10 milliards d'euros par an. Il est donc fondamental de poursuivre notre consolidation budgétaire. Nous réitérons notre engagement, notre volonté de faire passer notre déficit sous la barre des 3% en 2029, afin de stabiliser notre endettement, de limiter le poids de la charge de la dette et de conserver des marges de manœuvre en cas de nouvelle crise. C'est aussi la condition de notre prospérité économique, de la pérennité de notre modèle social, de notre crédibilité européenne et de notre souveraineté. La situation économique que nous traversons ne doit donc pas nous faire dévier de notre objectif stratégique, qui est aussi un engagement européen, la stabilisation puis la réduction de la dette publique. Elle doit au contraire nous faire redoubler d'efforts pour piloter de près nos dépenses publiques, nous pousser à conserver une certaine prudence. Chaque euro public dépensé doit l'être de manière efficace, ciblée sur ceux qui en ont le plus besoin. Nous avons déjà eu l'occasion de le dire, je vous le redis, ce choc externe est une mauvaise nouvelle pour nos finances publiques. Il engendre une hausse de l'inflation et des taux souverains, donc un renchérissement du service de la dette, évalué à 3,6 milliards d'euros en année pleine. Il engendre une baisse de recettes publiques, évaluée à 0,6 milliards d'euros. Il engendre une hausse des dépenses publiques, évaluée à 0,3 milliards d'euros, auxquelles il faut ajouter, je pense que David Amiel y reviendra, les dépenses directement associées à la crise, liées au surcoût des opérations extérieures et des aides ciblées. À date, le coût total pour nos finances publiques est donc estimé à environ 6 milliards d'euros.